Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Le cinéaste varois Christian Philibert a fait de Gina-Servie, le village de son enfance, l'épicentre de son aventure dans le 7e art. Après quelques courts-métrages bien accueillis dans des festivals, il se lance dans la réalisation de son premier long-métrage, Les 4 saisons d'Espigoule, où l'on découvre toute la richesse de sa démarche. Faire un cinéma chaleureux, réaliste, débordant de tendresse et d'humour, avec très peu d'argent mais avec beaucoup d'amis et un indéfectible courage. S'il n'a pas encore réalisé son Marius et Jeannette, qui a propulsé la carrière de Robert Guédiguian, Christian Philibert, à deux doigts de connaître la gloire à Cannes avec Travail d'arabe, poursuit sa route. Il a récemment présenté son dernier documentaire consacré au poète varois Germain Nouveau. Dans cet entretien, Christian Philibert ne cache rien de ses réussites, de ses échecs, de ses doutes et de ses espoirs. Mon premier souvenir de cinéma, je crois que je devais avoir 5 ans peut-être, quelque chose comme ça. C'était à Manosque. Le premier souvenir que j'ai, c'est ma tante qui m'emmène voir Le Livre de la Jungle au cinéma. Et je me rappelle m'être caché sous le siège au moment où Shere Khan est apparu. Et donc ça, c'est mon premier souvenir de cinéma. Mais étrangement, je crois que je me souviens à peu près de tous les films que j'ai vus au cinéma. Quelques années après, j'avais une dizaine d'années, je me rappelle très bien être allé voir un gendarme en balade de Funès. Donc, je me rappelle de tous les films que je suis allé voir. C'est quelque chose qui, dès ma jeunesse, a commencé à m'imprégner, à m'habiter, à me fasciner. Et après, il est certain que jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne pouvais pas trop me déplacer. À Gina-Servie, il n'y avait pas de cinéma. Donc je voyais beaucoup de films à la télé. Jusqu'à un certain âge, le ciné-club, c'était compliqué. Et puis après, il y a un moment où on peut voir les vieux films en noir et blanc, les Dracula, des tas de choses qui nous sont interdites quand on est tout petit. Une étape importante, c'est l'arrivée de la VHS. Alors là, ça c'est un moment quand même, d'un coup, on peut revoir les films, les enregistrer, et puis alors ça c'est un vrai bouleversement. Je me rappelle, j'avais pas encore le permis, donc j'allais à Manosque en vélo pour aller louer des films au vidéoclub. Donc 25 km, et puis 50 allers-retours pour aller louer un film. Cette passion pour le cinéma, je l'ai tout petit. Elle me quitte jamais. Mais bon, c'est une passion de spectateur, de cinéphile petit à petit. Mais le moment où je me dis, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne ferais pas du cinéma ? Pourquoi je ne travaillerais pas dans ce milieu ? Et pourquoi je ne ferais pas moi-même des films ? Ça ne vient qu'à l'âge de 18 ans. Jusque-là, l'idée ne me traverse pas l'esprit. Je suis pas, enfin ça me dépasse. J'habite dans un petit village, je me sens tellement éloigné de ça que je peux pas l'imaginer. Et à 18 ans, ce que c'est, je sais pas, les problèmes, boire quelques apéros, fumer peut-être les premiers pétards, ça peut-être il se passe quelque chose dans le cerveau qui me dit mais oui, mais alors moi je suis fasciné par de bons films bien sûr, mais paradoxalement ce sont les mauvais films qui me font dire mais moi ça je peux le faire. Mais moi, ça, je peux faire mieux que lui. Puisque lui, il y arrive, moi, pourquoi je n'en ferais pas ? Et donc, finalement, si c'est les bons films qui m'ont donné envie de faire du cinéma, ceux qui m'ont encouragé à y aller, à dépasser cette barrière qui paraît insurmontable, ce sont les mauvais films, justement. Parce que jusqu'à 18 ans, aller faire du cinéma, c'est comme si tu m'avais dit, c'est comme si tu aller sur la Lune ou faire les Jeux Olympiques, quoi. Tu vois, c'était quelque chose d'inaccessible. Et à partir de là, tout va changer. Je vais mettre en œuvre tous les moyens possibles pour y arriver. Je vais commencer par noter, avoir toujours des carnets sur moi où j'écris tout ce qui me passe par la tête. Les premiers scénarios, d'ailleurs, je rate le bac lamentablement, une fois, même 2 fois. J'ai jamais eu le bac, mais parce que déjà j'étais dans une filière technique qui me correspondait pas du tout, et puis parce que je rêvais trop, j'étais ailleurs, je pensais à des projets de films.
Bon, ça n'a pas dû m'aider à me concentrer. D'une manière générale, j'ai eu une scolarité déclinante. J'ai commencé comme premier de la classe et puis j'ai fini comme dernier. Et ça n'a fait qu'empirer au fur et à mesure. Et puis après, j'ai arrêté après avoir raté 2 fois le bac. Et donc là, j'ai commencé ma vie. Je suis rentré dans la vie active comme électricien. J'avais pas de diplôme, mais mon père m'avait trouvé un travail à Cadarache, où lui-même travaillait. Je reste tenu 1 an et demi à faire ce métier dans lequel j'étais extrêmement malheureux. Je ne m'épanouissais pas du tout et je me suis dit je vais passer à l'acte, je vais faire donc j'avais fait quelques économies pour louer une station de montage à l'époque. Aujourd'hui on peut tous faire du montage avec des petits logiciels, on a tous des caméras, ne serait-ce que sur des portables. À l'époque c'était plus compliqué, donc j'avais loué un peu de matériel, j'avais investi mes économies et j'ai commencé à faire d'ailleurs c'est comme ça, le patron m'avait refusé des congés parce que j'avais calé ce petit tournage, il m'avait refusé mes congés, j'avais démissionné. Au bout de... je ne suis pas resté 2 ans à faire ce métier. Donc voilà, premier court-métrage qui est très mauvais, dont je ne parlerai même pas, mais c'est normal, on fait ses classes. Le deuxième, c'est là où je passe à la comédie, avec un petit film qui s'appelle Embrouille chez les Marmouilles. Je me rappelle un film de montage entre documentaire et fiction. Et bon, j'en vois dans les festivals, il a eu des prix partout. Voilà, les festivals, c'était l'endroit où je commençais à montrer mes films, c'était le seul endroit où c'était possible. Donc après, je vais trouver un petit budget pour faire un film en pellicule. Ça va être mon premier court-métrage, mon premier vrai court-métrage de cinéma qui s'appelle Les Aventures de Félix. Et là, c'est pareil, un film en noir et blanc, un peu un hommage à Charlie Chaplin et au cinéma burlesque. Et ce court-métrage aussi, là, j'ai eu beaucoup de prix dans les festivals. Alors le tout premier, c'était vraiment des proches, des amis, un peu n'importe qui. C'était pas. Mais à partir des Aventures de Félix, ce premier court-métrage, là, je fais appel à un vrai comédien qui s'appelle Stéphane Pastor et que j'ai rencontré en prenant des cours de théâtre à Manosque. J'ai pris des cours de théâtre pendant 1 an ou 2 à Manosque, justement pour découvrir la direction d'acteurs. Et puis après, je vais me rendre compte que le théâtre ne m'aide pas vraiment pour ça. C'est autre chose, le théâtre, de mon point de vue. Et puis le théâtre aussi, ça c'est déjà plus rigolo, parce que je veux me débarrasser de mon accent. Je veux me débarrasser de mon accent parce que je m'apprête à monter à Paris, comme on dit. Et à Paris, je vois bien que mon accent est un vrai boulet. Je passe je suis sympathique, mais je ne suis pas crédible dans ce milieu. Et donc voilà, l'objectif, c'est en 1 an ou 2 de théâtre, me débarrasser complètement de cet accent méridional. Et il se trouve que c'est dans cette période-là où je prends vraiment conscience de mes racines et du sens et que naît cette volonté de faire un cinéma enraciné dans cette région, un cinéma qui parle de cette région. Et j'ai décidé de ne pas aller à Paris pour ça. Je me disais, j'ai assez de talent pour m'éviter cette étape. Le plus dur, ça va être le premier long métrage, et après, une fois que j'aurai fait mes preuves, ça sera plus simple. Et là où je me trompais d'ailleurs complètement, que le premier long métrage était difficile, là je ne me trompais pas, mais les autres seront tout aussi difficiles. Et donc voilà, je ne sais pas l'âge que j'ai à ce moment-là, mais c'est vraiment au moment des Aventures de Félix. Les Aventures de Félix, c'est un court métrage en noir et blanc, et muet, muet, donc la question de la parole, qu'il soit tourné n'importe où, c'était pas un problème. Mais dès mon deuxième court-métrage, Les Aventures de Félix, je le tourne en 1988, je crois qu'il est fini en 89. Et donc, parce que j'ai rencontré Stéphane Pastor, un comédien admirable, un comédien qui est à Marseille, qui tourne beaucoup au théâtre aujourd'hui, et que j'ai fait jouer plus tard dans Travail d'arabe, un petit rôle malheureusement, mais avec qui je rêve de retravailler. Et donc c'est là, puisque c'est à ce moment-là que je fais du théâtre, et que je prends conscience que j'ai quelque chose à faire sur ce territoire, et que je vais enraciner mon cinéma ici. Alors pourquoi ma prise de conscience de mes racines, j'ai eu comme l'impression que
C'était une manière de rendre hommage à mes ancêtres et puis de combler un vide aussi, parce que ce cinéma méridional n'existait plus depuis Pagnol, on n'avait plus vu ça. À la même époque où je vais commencer, je vais tourner un premier court-métrage vraiment méridional à la fin de l'année 93, qui va s'appeler La Revanche de Monsieur Seguin, qui est le premier film où apparaît le nom d'Espigoule. Premier film que je tourne dans mon village de Gina-Servi. Je ne vais peut-être pas rentrer dans l'histoire de comment j'en suis arrivé à tourner dans mon village natal, encore que ça peut être intéressant, parce qu'au début, je n'ai pas du tout prévu de tourner ce film dans mon village. Je cherche quel est le village, notamment, surtout dans le Var, je cherche beaucoup dans le Var, le village qui va incarner Espigoule. Et puis, en fait, cette année-là, j'avais une subvention du Conseil général, et que j'ai perdu un peu à cause de M. Arex. Et là, j'ai plus d'argent pour faire ce film. Et je décide de quand même le tourner, mais dans mon village natal, pour avoir le soutien de mes amis, de ma famille, donc à Gina-Servi. Et c'est à ce moment-là que je vais comprendre qu'Espigoule et Gina-Servi ne font qu'un. Et donc, si j'avais eu plus de moyens, peut-être que j'aurais tourné le film ailleurs, il aurait été très différent de celui-ci. Et c'est là où... et Jean-Marc, ça fait déjà quelques années que je le filme, puisque dès 1991, justement pour me préparer à cet univers d'Espigoule, dont je savais déjà qu'il ce serait le sujet de mon premier long-métrage, une comédie provençale qui raconte des histoires de village. Et dès 1991, je me mets à filmer la vie du village, où Jean-Marc venait d'acheter ce bistrot. C'est venu un peu spontanément, et c'est en le filmant que je me découvre tout le génie de Jean-Marc. Il aura bien sûr un des rôles principaux dans La Revanche de M. Seguin en 93, court-métrage qui ne sera terminé qu'en 95. Et là, je me rends compte que j'ai mis 4 ans pour arriver à faire un court-métrage de 10 minutes. Et je me dis, une telle énergie, autant que je la mette dans un long-métrage. Et j'ai dit à l'Ardux Film, qui avait produit ce film, enfin du moins qu'il avait terminé avec moi, je leur ai dit, l'année prochaine, je démarre le tournage d'un long-métrage. C'est au début de l'année 96 que je décide de démarrer ce film. Avec ou sans argent, j'étais prêt à le faire même en vidéo s'il fallait, puis on a pu le faire quand même en pellicule. Ça a été, bien sûr, on n'avait vraiment pas d'argent, toujours pas, mais comme c'était un tournage qui était étalé sur un an, ça nous laissait il y avait à peu près 10 tournages sur l'année, ça me laissait entre chaque tournage le temps de réunir un peu d'argent, qu'on achète un peu de pellicule, dans des conditions assez héroïques, puisqu'on n'avait pas les moyens de développer, aussi on développait la pellicule, mais on n'avait pas les moyens de faire un tirage. Donc j'ai tourné à l'aveugle en fait pendant un an, sans savoir ce qu'il y avait dans ces boîtes. Et j'ai stocké ces boîtes pendant un an, et à la fin il y a eu des découvertes merveilleuses, et puis bien sûr d'autres qui l'étaient moins. Et là a commencé le tournage des 4 saisons, et après la suite, elle est un peu mieux connue. Je me suis mis à filmer la Provence et les gens d'ici parce que j'étais moi-même d'ici et que j'avais l'impression de mieux les comprendre, de mieux les connaître que quelqu'un qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de voir un vrai cinéma breton, un vrai cinéma corse, un vrai cinéma. Ce que peut-être ils avaient de plus que les autres, c'est leur faconde. Cet accent, bien sûr, et je me suis dit très tôt, parce que assez vite, je me suis dit je vais faire des comédies. Justement, c'était dû à ce premier petit film que j'avais fait avant Les Aventures de Félix, qui était un film un peu comique, on va dire, et les éclats de rire dans le cinéma, dans les salles, je trouvais ça merveilleux, parce que déjà on a un retour direct du public. Le public qui rit, il triche pas, il ment pas, il fait pas semblant, il va pas vous dire, il a même pas besoin de vous dire à la fin du film j'ai aimé le film, il a ri. Et ce besoin qu'on a nous, à Espigoule, ce besoin qu'on avait de toujours rire, et souvent en se moquant un peu des autres, mais en se moquant de soi-même, c'est un rire ou l'autodérision prend une part très importante. J'ai toujours trouvé que l'autodérision, c'était un des piliers un peu de notre identité. Cette autodérision, à Paris, par exemple, je la sens pas, je la rencontre pas, c'est très étrange. Je la trouve en Belgique, par exemple, mais pas partout sur le territoire français.
Et donc, c'est essayer de capter quelque chose comme ça de cette identité. Mais pour ça, il fallait arriver à une authenticité, à une nature. On voit trop de films où les acteurs, on fait jouer des méridionaux où ça sonne mal, où les accents sont faux, et où les dialogues sont faux, et donc j'avais besoin de nourrir mes films de cette authenticité. Donc, et pour ça, la petite expérience documentaire que j'étais en train d'acquérir, elle m'a été très utile, parce que je filmais le village. À partir de 91, je me suis mis à filmer donc la vie du village, et surtout le Café du Cours et Jean-Marc Ravera. Et c'est là où cette spontanéité permanente, j'y suis devenu totalement addict. C'est-à-dire qu'il n'était plus question pour moi d'envisager un film où les acteurs jouent. Moi, quand je vois un film où les mecs jouent, ça veut dire que j'y crois plus. Et je veux voir des films où les acteurs, ils sont les personnages. C'est pour ça que quand je ferai mon deuxième long métrage, Travail d'arabe, qui est une fiction beaucoup plus traditionnelle, j'ai interdit aux acteurs de lire le scénario. Je leur demande d'habiter les personnages et de les laisser vivre. Et alors au début, ils ont parfois un peu de mal. Et puis après, quand ils commencent à trouver le ton, d'un coup, il n'y a plus de limite. Ils sont les personnages. Après, il faut arriver à canaliser l'histoire, à cadrer l'histoire. Et là, autant sur les 4 saisons d'Espigoule, il n'y avait que quasiment des gens de mon village ou du canton, on va dire. Des gens qui étaient tous des acteurs nés. Il n'y avait aucun professionnel, même si à l'époque, dans la promo, on disait toujours il y a un professionnel au milieu, mais tout le monde le cherchait, mais c'était absolument pas vrai. Dans le Travail d'arabe, c'est un savant mélange d'acteurs nés et de comédiens professionnels. Les acteurs nés obligeant les acteurs professionnels à improviser, à aller au-delà de ce qui était prévu au départ. Et de notre manière, les acteurs professionnels permettant un peu plus d'amener un peu de rigueur, essayant de tenir un cadre un peu quand même. Mais ce qui faisait que c'est très compliqué parce que le film s'écrit comme ça au jour le jour. Donc la nuit, on passe la nuit... Enfin, surtout moi, quoi. Je passe la nuit à voir les rushs et à me rendre compte que l'histoire, elle dévie légèrement, elle sort légèrement du cadre. Et en fait, si la première partie du film correspond au scénario, plus le film avance et plus on s'en éloigne. Jusqu'à la fin qui est totalement, qui était vraiment pas du tout prévu. Et donc, l'essentiel étant de retrouver cette authenticité. C'est quelque chose d'obsessionnel chez moi. Oui, bien sûr, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est comme dans le documentaire, justement, c'est cette expérience du documentaire, cette école où on est plus que surpris. Enfin, où ce qui se passe devant la caméra nous étonne. Moi, si c'est juste pour entendre des acteurs dire les dialogues que j'ai écrits, ça, je m'ennuie, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette magie, ce sont tous les accidents aussi, tous les imprévus. Mais même les accidents de langage, les fautes quelqu'un qui se trompe dans sa phrase, quand on parle là comme je le fais, je cherche mes mots, je répète plusieurs fois le même mot, j'ai des hésitations, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on s'exprime. Au cinéma, tout le monde parle pareil. On dirait que c'est le même scénariste qui a écrit tous les dialogues. On dirait que c'est le même scénariste. Souvent, il y a des auteurs qui sont un peu plus brillants que d'autres, bien sûr, mais quand même, dans l'interprétation, on a l'impression qu'ils jouent tous pareil. On est sur une planète qui n'existe pas. Comme tout le monde fait ça, moi, je voulais faire différemment. Après, je ne fais pas de différence entre la fiction et le documentaire. Pour moi, c'est toujours du cinéma. Les films de Depardon, les documentaires de Raymond Depardon ont eu autant d'importance dans ma vie que ceux de Jacques Tati. Et je ne peux pas dire qu'il y en ait que ce soit plus du cinéma, l'un ou l'autre. Et donc, cette passion que j'avais pour ces deux genres, finalement, en les fusionnant, et puis aussi, à la base, il y a une question économique. Tourner du documentaire, c'est moins cher. On filme le réel. C'est un peu comme ça que j'arrive comme j'ai un désir de fiction, mais en même temps j'ai des moyens de documentaire, et donc
tourner des fictions sous forme de documentaire, ça permet de rester dans l'économie du documentaire. Donc à la base, c'est aussi des questions économiques qui me poussent vers ce cinéma. Et puis, c'est de me rendre compte qu'il y a une frange comme ça qu'on n'a jamais explorée, très peu vont explorer. Il y a des gars comme Peter Watkins qui ont travaillé dessus, hein, bien sûr, mais ils sont finalement assez rares. Et cette frontière, en fait, on se rend compte qu'elle est immense. Où peuvent se mélanger le documentaire et la fiction. Alors c'est pour ça qu'à chaque film, j'ai toujours essayé Les 4 saisons d'Espigoule, ça avait une forme documentaire, mais c'est nourri de fiction nourrie elle-même du réel, de choses que j'avais vues, que je leur redonnais à jouer. Travail d'arabe, c'est le contraire, hein. C'est une vraie fiction, avec un vrai scénario, une vraie histoire, mais dans l'interprétation, je les oblige à improviser, je leur retire le texte, ils sont obligés, et donc on arrive aussi à cette authenticité. Alors, mais on voit bien quoi. Autant Les 400 d'Espigoule, quand on le regarde comme ça, avec cette structure des saisons, on se dit oui, c'est un film en tout cas, il a une forme documentaire. Le Travail d'arabe a une forme de fiction. C'est mon film même le plus traditionnel. Et après, avec Africa Yoli, là, j'ai voulu aller encore plus loin dans l'ambiguïté. C'est pour ça que on peut se demander si c'est un documentaire ou si c'est une fiction. C'est pas toujours évident. En fait, ce serait presque un documentaire mais comme c'est moi qui les entraîne dans un univers, dans une histoire, c'est une histoire fictive. Sauf que eux, ils la vivent comme dans un documentaire. Mais en même temps, je ne fais plus les acteurs ne parlent plus à la caméra comme ils le faisaient dans Les 4 saisons d'Espigoule, et du coup, on arrive à quelque chose de totalement ambigu. Voilà. Et puis après, les 2 autres longs métrages que j'ai faits, ce sont des purs documentaires, là, pour le coup. Massilia Sound System, le film, et le dernier qui sort aujourd'hui, Le Poète illuminé, Germain Nouveau, un long métrage documentaire consacré à ce poète varois, cet immense poète varois tombé dans l'oubli. Bon, ça c'est mon premier long métrage documentaire historique, mais en fait j'en ai fait en parallèle de ce travail de fiction, de comédie, de recherche, de cette recherche de la frontière entre le documentaire et la fiction. En parallèle, j'ai toujours eu une passion pour l'histoire, dévorante, et qui me pousse à faire de purs documentaires pour la télé, surtout avec France 3, Méditerranée, et des documentaires historiques. Alors là, pour le coup, plus traditionnels, même si dans le récit, ce sont souvent des histoires à la base que je rêvais pour la fiction. Donc, je les raconte quand je fais un film comme le documentaire comme Provence-Août 1944, l'autre débarquement, qui raconte ce débarquement en Provence. Pour moi, c'est comme si je faisais un film de guerre. Et donc, c'est nourri comme ça de ma passion pour la fiction. Et ça permet d'embarquer les spectateurs. Je suis toujours étonné de ce que provoquent ces documentaires, qui sont pourtant tout à fait classiques, hein, avec une voix off. Alors, les 2 longs métrages documentaires que j'ai fait pour le cinéma, par contre, là, j'ai retiré la voix off. Les interviews se construisent eux-mêmes le récit, en alternance soit avec des scènes musicales ou des archives, comme dans le cas de Massilia, ou alors avec des poésies, dans le cas du Poète illuminé. Mais donc en fait, ça c'est un autre aspect de mon travail qui est peut-être moins connu. Alors le fait divers, l'affaire Yann Piat, oui, mais pour moi c'est aussi un documentaire historique, une histoire plus proche, hein, parce que 1994, c'est beaucoup plus récent, mais je l'aborde aussi comme un documentaire historique. Et même Massilia, dans une certaine mesure, on n'est pas loin du documentaire historique, sauf que en même temps, on fête les 30 ans du groupe, donc je suis le groupe pendant cette année d'anniversaire, et dans lequel j'intègre de nombreuses archives, hein, bien sûr, il y a un côté documentaire historique, mais c'est pas que ça. Le Poète illuminé aussi, je filme des chercheurs qui travaillent aujourd'hui, qui vont dans les bibliothèques chercher des documents, qui vont dans des ventes aux enchères pour acquérir des documents. Et donc ça se passe aujourd'hui. Enfin, encore que celui-là, il est particulier parce que je l'ai tourné sur 25 ans. Donc c'est moi, j'ai créé mes propres archives en fait. Comme ça, le coûte moins cher que celle de l'INA ou de l'ECPAD.
Ça, c'est la première fois que je tourne un documentaire comme ça sur une période aussi longue. Mais bon, justement, il y a toujours un nouvel enjeu. J'essaye toujours autre chose. Bon, alors là, c'est la question qui fâche. À l'exception de mon film Travail d'arabe, qui a eu un financement relativement traditionnel, avant sur recette, une chaîne de télé, il y avait même des Sofica. On avait, je crois, réuni pour ce film, on avait un budget de 1,5 million, quelque chose comme ça, ce qui est un budget de téléfilm, enfin de petits longs métrages. Hein. C'est pas un gros budget, mais enfin voilà, c'est quelque chose de raisonnable pour travailler, un tournage sur 7 semaines. Mais en dehors de ce film, j'ai rarement eu beaucoup de moyens pour travailler. Alors, comment je fais ? Je cherche les solutions pour contourner le système. Africaïoli, par exemple, il est fait avec une aide au court-métrage du CNC, une aide au court-métrage automatique. C'est un producteur qui avait... Parce que dans le court-métrage, on donne à des producteurs qui produisent du court. Ils ont parfois des aides automatiques. Et donc, je m'étais adressé à un ami, Frédéric Jouve, de la société Les Films Velvet, et il m'avait dit, moi, il me reste une aide au court-métrage, une aide automatique au court-métrage. Il me dit, si ça t'intéresse, on peut... J'ai dit, oui, mais moi, j'ai fait un long avec, parce que... c'était quelque chose comme 70-80 000 euros. J'avais jamais eu une somme pareille pour faire un court. Pour moi, avec ça, je faisais un long. Ça suffisait pas tout à fait pour faire un long. Après, on a eu une aide de la région PACA, pas de télé, bien sûr. Hein. J'ai rarement eu des télés, à part sur le Travail d'arabe, encore une fois. Donc, on avait réuni 130 000 euros de notre poche. Nous, on a rajouté 20 000. Avec 150 000, voilà, on a pu faire Africaïoli. Le fait de détourner comme ça une aide au court-métrage pour en faire un long, aujourd'hui je crois que c'est plus possible. Hein. Derrière moi, la porte elle s'est fermée. Donc je cherche toujours des solutions comme ça pour le fait d'être en documentaire et fiction. Des fois on va taper un peu du côté du documentaire, des fois un peu de la fiction. Mais ça devient... je crois que j'ai un peu épuisé toutes ces pistes. Aujourd'hui, la télé, c'est quasiment impossible pour quelqu'un comme moi d'arriver à placer un film pour la télé sur les chaînes nationales. Et une chaîne comme France 3 Méditerranée ne produit pas de long métrage. Ils n'ont pas les créneaux pour ça, les espaces. Et donc, je ne sais pas comment on fait pour décrocher une chaîne de télé. J'ai l'impression que mes scénarios, que mes projets ne sont pas compris. D'une manière générale, j'ai l'impression à Paris de ne pas être compris. Dès que le travail que je fais comme ça sur l'identité comme ça d'une région, voilà, le mot identité, c'est un mot tabou. Il faut pas, une fois qu'on l'a prononcé, c'est trop tard. C'est comme un régionaliste. Une fois qu'on vous habille une étiquette de régionaliste, cinéma régionaliste, on est foutu. Donc ça, c'est pour moi un vrai boulet. Un vrai boulet parce que depuis Paris, on ne peut pas comprendre que du local à l'universel, il n'y a qu'un pas. C'est que Pagnol il a largement démontré. Mais non, ce n'est pas possible. Donc on nous enferme avec cette étiquette régionaliste et on ne peut plus en sortir. Alors ça, c'est un problème, l'ancrage régional de mon cinéma. C'est un problème pour les recherches de financement. C'est un problème d'être loin de Paris, loin du centre décisionnaire. Donc si je passe 3 jours à Paris, je me fais plus de relations que si je passe 6 mois à Marseille. Ça va très vite. On rencontre des gens, on a une soirée, tac, on crée du réseau. Moi, j'arrive pas à accepter l'idée d'aller passer quelques mois là-bas il faudrait peut-être que je reconsidère la chose, mais parce que aussi Paris, c'est une ville qui me renvoie tellement d'échecs, d'humiliations. Dès que je mets le pied là-bas, je sais pas. Je devrais faire peut-être une psychanalyse avec ça. Et puis aussi l'ambiguïté de mes films qui sont tantôt entre documentaire et fiction, qui pourraient rentrer dans toutes les cases, et puis souvent qui ne rentrent dans aucune. Donc en fait, le fait de cumuler comme ça ces handicaps, et puis de faire des films avec l'accent, c'est un vrai boulet. Hein. On voit bien, même Plus belle la vie, il n'y a quasiment pas d'accent. Donc je cumule un certain nombre de contraintes qui font que mon cinéma n'est
plus finançable aujourd'hui dans ce pays. Et à tel point que depuis, je crois que c'est 8 ans, je n'ai même plus accès aux aides de la région PACA. C'est-à-dire que je suis le seul cinéaste qui fait un cinéma enraciné ici, et je suis totalement coupé on m'a coupé les aides de la région. Alors ça sera encore une longue histoire à expliquer pourquoi et comment, mais c'est un fait. Pour parler concrètement de la région PACA, pour avoir une aide de la région PACA, il faut déjà avoir 20% du budget. Or, 20% du budget, moi, je ne peux pas les avoir. Le seul moyen de les avoir, c'est d'avoir l'avance sur recette du CNC ou alors d'avoir une chaîne de télé. Et comme j'ai ni l'un ni l'autre, pour des raisons qu'on évoquait tout à l'heure, et bien d'autres aussi, parce qu'il y a une question aussi idéologique. Je suis pas forcément dans les clous. Oui, je suis dans les clous quand je fais Travail d'arabe, une comédie antiraciste. Là, ça va, idéologiquement, je suis dans l'air du temps. Mais en vérité, j'y suis pas toujours dans l'air du temps. C'est pas toujours réfléchi. Tu vois, quand je dis pas, j'ai écrit le scénario pour dire ci ou pour dire ça. C'est une fois que j'ai fait le film, je me dis mais oui, mais ce film raconte ci ou ça. J'apprends à me connaître à travers les films que je fais. C'est comme un peintre qui il part avec une toile vierge et puis il cherche et puis il arrive à quelque chose. Imagine si un peintre devait chaque fois faire un dossier de 90 pages pour expliquer ce qu'il va faire. Tu vois, il y a des tas de courants dans la peinture qui n'auraient jamais existé. Hein. Donc le cinéma, il n'y a qu'un courant qui peut exister. C'est un cinéma très littéraire, très écrit, très formaté, 90 pages. C'est pour ça que les films qu'on voit là au cinéma, souvent, les films français, pour moi, ils ressemblent à des téléfilms. Parfois un peu mieux fait, parfois avec un peu plus de talent, mais c'est proche du téléfilm. Alors, il y a quelques cinéastes qui échappent à cette règle. Hein. On prend Gaspard Noé, Bruno Dumont. On pourrait en citer une poignée en France, peut-être une grosse poignée. Mais voilà, ça pour moi c'est du cinéma. Mais le formatage des œuvres, le formatage du cinéma français, dont le public n'a pas forcément conscience, hein, parce que ça peut un téléfilm, je dis un téléfilm, ça peut être un bon téléfilm. L'histoire peut être bien, les acteurs peuvent être bien, ça change pas. Mais la forme est toujours un peu la même, ils parlent toujours un peu pareil. Moi, j'essaye de sortir de ça. On dirait que la nouvelle vague qui avait fait un peu, qui semblait avoir fait exploser un peu tous les murs, comme ça, elle a servi à rien. Il y a une norme française, un cinéma de qualité français, celui qu'on nous apprend si on fait la Fémis, par exemple, et dont on ne peut pas sortir. Et le scénario, je pense qu'il est responsable de ce formatage en partie, mais le scénario, il est fait pour ça aussi. C'est un instrument de censure. C'est ce qui permet aux décideurs de vous trouver toujours un petit truc qui ne va pas et dire voilà, on ne peut pas aider ce film, regardez, il y a cette page, ça ne va pas, cette ligne, ça ne va pas. Donc c'est facile. Le problème des décideurs des chaînes de télé, parce que c'est les télés qui financent le cinéma aujourd'hui, donc forcément, c'est pas étonnant non plus que le cinéma il ressemble à des téléfilms. Et les décideurs, leur problème, c'est de réussir à dire non à la plupart des projets. Et de temps en temps, ils en prennent quelques-uns, mais la plupart du temps, ils vont dire non. Donc, il faut qu'ils trouvent des raisons en permanence et qu'ils renouvellent ces raisons pour pouvoir vous dire non, on ne fera pas ce film. Et donc, c'est tout le problème est là. Moi, je pensais qu'en faisant des films à petit budget, que je pourrais avoir une relative liberté. Voilà, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, mais par contre, vous me laissez tranquille. Vous ne m'imposez rien. Si on commence à me dire, oui, mais il faut jouer, tu prends tel acteur, ou tu vas tourner à tel endroit, ou tu fais comme ci ou comme ça. Dès le moment où je perds la liberté, je mets en danger le projet. J'ai besoin d'avoir un contrôle total, vu la délicatesse de mon cinéma, la fragilité. Si je n'ai pas ce contrôle total, c'est pas une question de vouloir le pouvoir, mais en tout cas, je me dois de le conserver. Et ça, c'est compliqué parce que j'ai pas fait non plus un film j'ai pas fait un film ayant eu un gros succès, par exemple comme Guy Desguian a pu faire Marius et Jeannette, ce qui change tout dans sa vie. Hein. Il y a avant Marius et Jeannette et puis il y a après. Moi, j'ai pas eu, ça aurait pu arriver avec Travail d'arabe, mais il y a eu quelques événements qui ont fait que ça n'a pas pu avoir lieu. Il a failli être sélectionné, par exemple, à la quinzaine des réalisateurs. Non, c'est la quinzaine des réalisateurs. Je sais plus. Non, je sais plus quelle. C'est la sélection parallèle de Cannes.
Mais rentrons pas là-dedans, c'est pas intéressant. J'en ai encore énormément sous le pied. Mais comme le problème, c'est que je sens que je peux plus compter sur le cinéma français. Pendant longtemps, je me disais, je ne suis pas un cinéaste français. Et là, grâce à Travail d'arabe, avec le fait d'avoir l'avance sur recette, là, je me suis dit, ah non, mais en fait, si, je suis un cinéaste français. Et puis après, les choses sont à nouveau compliquées. Et aujourd'hui, je me remets à en douter. Je dis, parfois, je suis un cinéaste belge. Parce que je me sens plus proche du cinéma belge que français. Le problème, c'est que je fais des films avec des moyens dérisoires et en même temps, je rêve des films qui seraient infinançables en France. Un jour ou l'autre, peut-être que je me tournerai vers les anglo-saxons pour ce cinéma-là, mais où à la limite même, je ne cherche même pas toujours à les réaliser, je veux les faire exister. Je pourrais être juste auteur ou développer des séries. Enfin, j'ai des projets pharaoniques. Et donc je suis dans ce dilemme étrange, parce que encore, c'est ma passion pour l'histoire qui me pousse vers ça. J'ai des projets de péplum, de films qui se passent dans le Moyen-Âge. Et que sûrement je n'arriverai jamais à aboutir. Après, j'ai des projets, j'en ai beaucoup, mais je ne sais pas quel sera le prochain film que je tournerai. J'aurais envie de faire une troisième volée de ma saga d'Espigoul. Pour ça, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. J'ai déjà le concept, mais voilà, il faut encore réunir 150 000 euros, ce qui n'est pas énorme. Donc c'est pour ça que je réfléchis de plus en plus à l'idée de me tourner vers des mécènes, d'aller voir des chefs d'entreprise. Et on est en train de créer un outil justement pour leur permettre de défiscaliser et me tourner vers des mécènes, parce que les chefs d'entreprise de cette région que je rencontre comprennent mieux mon travail, comprennent mieux mon cinéma que n'importe quel professionnel enfin pas n'importe lequel. Je dois pouvoir trouver quelques alliés à Paris, mais encore faut-il les trouver. Mais j'ai l'impression que ça j'en sais rien. Je suis en train de chercher une autre manière de financer mes films, parce que je ne peux pas m'appuyer sur les financements traditionnels. Jusqu'à présent, ce n'est pas possible. Et puis il suffit que demain, peut-être un directeur de Arte ou d'une autre chaîne change et ils me disent, mais quand même, voilà, ça ne tient à rien, mais il faut que ce moment arrive. Et pour le moment, chaque année, je me dis, allez, cette année, il va se passer quelque chose, et puis ça ne se produit pas. Espigoul, ce village provençal un peu mythologique, mythique, il est rentré lui-même dans la mythologie de la Provence, et notamment du Var. Aujourd'hui, Espigoul, c'est un peu synonyme du petit village provençal. Mais à l'intérieur d'Espigoul, il y a effectivement le phénomène du Facomocher qui est l'objet de notre mythe, qui hante les bois d'Espigoul, les bois et les esprits, et qui est une sorte de sanglier monstrueux. C'est l'animal mythique le plus célèbre du Var aujourd'hui, au point qu'il est rentré il y a quelques années au Muséum d'histoire naturelle de Toulon. Il y a un crâne de Facomocher au Musée d'histoire naturelle de Toulon. Pour moi, ça c'est ma fierté. Facomocher, c'est une bête mythique qui est devenue l'emblème, le logo de ma société. Alors, j'ai constaté il n'y a pas longtemps, je me disais, merde, c'est étonnant, le phénomène, le bloc identitaire, qui se crée à Nice, je crois, en 2002, prend comme emblème le sanglier gaulois. Et moi, au même moment, on crée les films d'Espigoul et nous, on prend comme emblème le Facomocher, qui est beaucoup plus rigolo, quoi. Et peut-être un peu plus ouvert aussi sur les autres, sur le monde. Et je me suis dit, c'est étrange, quand même. Au même moment, que ce soit apparu là, exactement, instantanément, au même moment, je trouve ça curieux. Bon, c'est une autre réflexion. C'est vrai que moi personnellement, on prône, mes Massilia Sound System, c'est pareil, mes amis du Massilia, c'est aussi pour ça que je fais un film sur eux, parce qu'on a tellement de valeurs communes,
Nous, on assume la question de l'identité. C'est un mot tabou, souvent, oh non, mais il ne faut pas en parler. L'identité, c'est dangereux. Combien de fois j'ai entendu ça, même de la part de gens très instruits, très intelligents, et même des gens du Sud qui ça fait peur. Mais la question, c'est ce qu'on a fait de cette identité. Nous, on prône une identité ouverte aux autres. L'idée c'est une idée que j'ai développée dans le travail d'arabe, on n'a pas besoin d'avoir 26 générations de provençaux pour le devenir. On peut être né dans cette région, je pense que c'est quand même assez important d'y naître, hein, mais et venir et avoir des parents qui viennent de l'autre bout du monde ou de l'autre côté de la Méditerranée et être pleinement provençal. Ça ne pose. Encore faut-il avoir cette conscience et ce désir. Parce que sinon, effectivement, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que quand je fais travail d'arabe, je confie le rôle principal à mon ami Mohamed Metina, Momo. Et lui, parce que Momo, si vous l'avez au téléphone, c'est un provençal. Bon, après, quand on le voit, il fait plus arabe déjà. Alors que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout musulman, enfin, comme il dit, musulman pratiquement. J'avais écrit dans le synopsis un provençal d'origine maghrébine, et ça a interpellé plein de gens. C'est étrange cette phrase, provençal d'origine maghrébine. Ouais, je ne me suis pas posé la question. Oui, c'est un provençal d'origine maghrébine. C'est un fait, c'est comme ça. Donc c'est pour dire que cette identité ouverte à ceux qui ont envie, bien sûr. Hein, si vous n'aimez pas cette région, si vous n'aimez pas ce pays, c'est un autre problème. Mais pour ceux qui sont prêts à se revendiquer de notre culture, on leur tend les bras.